Dans les archives les plus sombres du Troisième Reich, le nom d'Ilse Koch apparaît avec une fréquence inconfortable. Non comme dirigeante militaire ni stratège, mais comme symbole d'une cruauté qui a dépassé le fonctionnel et est devenue personnelle. Depuis son bureau à Buchenwald, elle ordonnait, sélectionnait et supervisait une routine de mort qui incluait de la peau humaine convertie en objet décoratif. Son ascension a commencé avant le pouvoir nazi. Elle s'est affiliée volontairement au parti, s'est mariée avec un commandant des SS et a été absorbée par le système de camp comme figure centrale. Elle n'avait pas de rang officiel, mais son autorité était réelle. Les prisonniers la craignaient autant que les gardiens armés. Qui a permis qu'elle agisse avec tant de liberté? Comment a-t-il été possible d'institutionnaliser le sadisme comme partie du protocole? Et qu'est-ce qui s'est passé quand les bourreaux ont commencé à voler ce que le Reich considérait comme sien? Enfance d'une bourrelle, l'origine d'Ilse Koch dans l'Allemagne nazie. Dans les rues pavées de Dresde, en septembre 1906, naquit une fille destinée à devenir symbole de monstruosité au sein de l'appareil nazi. Margaret Ilse Köhler arriva au monde dans une Allemagne impériale prospère, sans soupçonner que cette apparente solidité s'effondrerait durant sa jeunesse, modelant pour toujours sa perception du pouvoir et de l'autorité. Son père, contremaître dans une entreprise de construction, maintenait la famille avec des revenus modestes mais stables. Les Köhler représentèrent cette classe ouvrière allemande disciplinée qui formait la colonne vertébrale de l'Empire, laborieuse, respectueuse de l'ordre établi mais sans accès réel au pouvoir politique. Sa mère, dédiée complètement au foyer, éduquait Ilse et ses sœurs selon des codes féminins rigides, obéissance domestique, soumission patriarcale et préparation au mariage comme seul horizon de réalisation personnelle. L'enfance d'Ilse se déroula sans incident notable. Elle était étudiante appliquée à l'école élémentaire locale où elle apprenait l'arithmétique, l'allemand, l'histoire impériale et les travaux domestiques considérés comme essentiel pour les filles de son extraction sociale. Le système éducatif germanique du début du XXe siècle fabriquait des citoyens fonctionnels au sein de hiérarchies clairement définies, spécialisant la formation féminine dans la création d'épouses efficaces et de mères prolifiques. Mais tandis qu'il se mémorisait des leçons de géographie et de broderie, l'Allemagne se précipitait vers l'abîme. La Première Guerre mondiale éclata quand elle avait 8 ans, transformant radicalement le pays de son enfance. Le conflit draina les ressources nationales, envoya des millions d'hommes au massacre des tranchées et laissa des familles entières survivant avec des rations de plus en plus rares. La défaite de 1918 apporta l'humiliation internationale, l'occupation étrangère et l'effondrement de l'ordre impérial qui avait fourni sens et structure à des générations. Son adolescence coïncida avec les années les plus chaotiques de la République de Weimar. L'hyperinflation de 1923 pulvérisa les économies familiales quand Ilse avait 17 ans. Elle assista à comment un œuf coûtait des millions de marks et les salaires perdaient de la valeur entre le matin et l'après-midi du même jour. Cette expérience traumatique forgea une génération allemande qui perdit foi dans le parlementarisme, la démocratie et les institutions libérales, les considérant comme responsables du désastre national. À la fin de son éducation de base, Ilse entra dans une école commerciale où elle maîtrisa la comptabilité, la dactylographie et la sténographie. C'était une formation pratique conçue pour insérer rapidement les jeunes de classe ouvrière dans des emplois administratifs sans aspiration de mobilité significative. Ses premiers emplois confirmèrent cette trajectoire. Fabrique de cigarettes, puis secrétaire dans de petites entreprises commerciales de Dresde. Ces emplois lui fournirent plus que la subsistance économique. Dans les bureaux d'entrepreneurs et de fonctionnaire, il s'observa comment s'exerçait le contrôle sur les subordonnés depuis des positions intermédiaires, sans nécessité d'occuper le commandement suprême. Elle apprit que l'autorité effective ne requérait pas toujours des titres officiels, mais la connaissance des mécanismes internes du pouvoir et l'habileté pour les manipuler. Cette leçon s'avérerait cruciale quand, sans poste formel dans l'appareil SS, elle exercerait une autorité brutale comme épouse du commandant. La stabilisation économique partielle du milieu des années 20 offrit un espoir fugace, mais la Grande Dépression qui suivit l'effondrement de Wall Street en 1929 submergea de nouveau le pays dans la crise. Le chômage s'envola, les banques firent faillite et des millions d'Allemands blâmèrent le système démocratique de son incapacité à résoudre les crises successives. Le Parti national-socialiste capitalisa cette désespérance avec un message séduisant et simple. Le parlementarisme avait échoué, la démocratie était une imposition étrangère. L'Allemagne avait besoin d'un leadership
principe fort qui restaurerait l'ordre et la dignité nationale. Pour les jeunes comme Hills, élevés dans la nostalgie de l'ordre impérial et témoins de l'échec républicain, le nazisme offrait des certitudes réconfortantes enveloppées dans des promesses de renaissance nationale. En 1932, un an avant l'ascension hitlérienne, Hills prit la décision définitoire de son existence. Elle s'affilia volontairement au parti nazi. Son numéro de membre, proche des 500 000, confirmait une adhésion précoce quand le mouvement luttait encore pour le pouvoir étatique. Ce choix ne résulta pas de pression sociale ni de convenance politique, mais de conviction idéologique délibérée. Les motivations spécifiques de sa décision demeurent sans registre, mais le modèle d'affiliation féminine précoce au nazisme suggère des facteurs révélateurs. Beaucoup de jeunes femmes de classe ouvrière perçurent dans le parti des opportunités d'appartenance, de but et d'ascension sociale que le système traditionnel leur niait. Le nazisme ne promettait pas seulement de restaurer la prospérité et l'ordre, mais offrait des rôles actifs pour les femmes au sein d'organisations auxiliaires comme la Ligue des femmes allemandes et le NS Frauenschaft. À travers les activités partisanes, Hills établit des liens avec des militants locaux à Dresde. Elle participait aux réunions, collaborait dans les campagnes propagandistes et fréquentait les cercles de l'appareil paramilitaire. Son engagement la mena à connaître des officiers des SS, l'organisation d'élite qu'Heinrich Himmler construisait comme noyau idéologique et répressif du futur État totalitaire. Ses contacts initiaux avec les Schutzstaffel furent déterminants pour son évolution postérieure. Les SS ne constituaient pas simplement une force paramilitaire, mais un ordre idéologique qui se considérait comme avant-garde raciale du peuple allemand. Ses membres étaient sélectionnés selon des critères de pureté raciale, de loyauté absolue et de fanatisme doctrinal. Pour une jeune ambitieuse comme Hills, établir des relations au sein de ce cercle signifiait accéder au cœur du pouvoir nazi émergent. La transformation de l'Allemagne après janvier 1933 valida la perspicacité de son adhésion précoce. Les nazis détruisirent rapidement les institutions démocratiques, persécutèrent les opposants et établirent une dictature totalitaire. Ceux qui avaient misé précocement sur le mouvement reçurent des récompenses, positions de pouvoir, privilèges matériels et opportunités d'ascension sociale que le système antérieur leur avait niées systématiquement. Pour 1934, Hills avait consolidé sa position dans la structure partisane locale et maintenait des relations étroites avec plusieurs officiers SS éminents dans la région de Dresde. Elle n'était plus la simple secrétaire des années précédentes, mais une militante engagée avec accès au cercle de pouvoir réel. Sa vie se préparait pour le tournant définitif qui la conduirait depuis la bureaucratie partisane locale jusqu'au cœur du système concentrationnaire nazi. La métamorphose de comptable de classe ouvrière en collaboratrice active de la machinerie de la terreur commença dans ces cercles partisans du milieu des années 30. La rencontre avec Karl Otto Koch, officier SS avec des ambitions au sein de l'appareil pénitentiaire nazi, compléterait cette transformation et ouvrirait des portes vers un pouvoir qui dépassait toute expectative concevable durant sa formation dans la Dresde impériale. Mariage avec la terreur, l'alliance létale entre Hills et Karl Koch. La convergence entre Hills Köhler et Karl Otto Koch représenta l'alliance de deux ambitions complémentaires au sein de l'appareil répressif émergent. Karl, vétéran de la Grande Guerre, avec 9 ans de plus qu'Hills, traînait un historique turbulent qui incluait des antécédents pénaux pour fraude et détournement de fonds. Son expérience préalable comme fonctionnaire pénitentiaire à Leipzig avait forgé des méthodes brutales de contrôle carcéral qui impressionnèrent favorablement ses supérieurs SS. La carrière de Karl au sein des Schutzstaffel progressait météoriquement grâce à son efficacité administrative combinée avec une cruauté systématique. Sa capacité à maintenir un ordre absolu au moyen de la terreur calculée le positionnait comme candidat idéal pour le système concentrationnaire qu'Himmler concevait minutieusement. Quand les SS eurent besoin d'administrateurs fiables pour étendre leur réseau de camps, le nom de Karl Otto Koch figurait constamment en tête des listes de sélection. Son premier mariage avait fait naufrage précisément à cause de conflits idéologiques. Son ex-épouse avait rejeté ses convictions nazies extrêmes et demandé le divorce quand il commença à gravir au sein de la hiérarchie SS. Cette expérience personnelle le convainquit de l'importance cruciale de trouver une compagne qui partagerait complètement sa vision politique et ses ambitions institutionnelles. Hills incarnait exactement ce que Karl cherchait: jeunesse attrayante combinée avec engagement politique authentique et ambition personnelle démesurée. Son affiliation partisane précoce démontrait une conviction idéologique authentique, non
non un opportunisme tardif. Sa formation administrative la rendait apte aux tâches bureaucratiques complexes que requérait la gestion concentrationnaire. Son origine prolétaire éliminait les conflits avec les élites traditionnelles qui pourraient questionner les méthodes brutales nécessaires pour le travail répressif. La relation évolua rapidement vers un mariage formel, mais ils durent surmonter d'abord les exigences bureaucratiques du régime totalitaire. Les SS avaient établi le bureau central de Race et réinstallation, Rucha, chargé de vérifier la pureté raciale dans les mariages entre membres de l'organisation. Karl et Hills soumirent une documentation généalogique qui remontait à plusieurs générations pour démontrer une ascendance aryenne immaculée. Le processus inclut des examens médicaux exhaustifs, des enquêtes familiales détaillées et des évaluations idéologiques conçues pour garantir que la descendance du mariage remplirait les standards raciaux SS. Hills surmonta toutes les épreuves sans difficulté, confirmant son aptitude à devenir épouse d'officiers d'élite du régime. L'autorisation matrimoniale fut accordée officiellement et la cérémonie célébrée en 1936. Immédiatement après le mariage, Karl reçut une nomination comme commandant du camp de concentration de Sachsenhausen, au nord de Berlin. Cette désignation représentait une ascension significative au sein de la hiérarchie SS et l'opportunité de démontrer ses capacités pour administrer des installations d'envergure et de complexité stratégique plus grandes. Sachsenhausen avait été conçu en juillet 1936 comme camp modèle pour tout le système concentrationnaire allemand. Son design architectural, développé par Bernhard Kuiper suivant des principes de surveillance panoptique, permettait un contrôle visuel total sur les prisonniers depuis la tour centrale. Les baraquements triangulaires optimisaient l'efficacité de supervision tout en minimisant les possibilités de résistance organisée. Pour Hills, le transfert signifia une immersion directe dans les mécaniques de l'univers concentrationnaire. Bien qu'elle manquât de rang officiel SS, son statut comme épouse du commandant lui octroyait une autorité informelle considérable. Elle commença comme secrétaire administrative, gérant la correspondance sensible, maintenant des registres classifiés de prisonniers et participant aux réunions stratégiques entre officiers supérieurs. Sa courbe d'apprentissage fut accélérée et méthodique. Elle étudia les procédures de traitement de nouveaux internés, l'organisation de brigades laborales, l'application de châtiments exemplaires et le maintien de la discipline au moyen de terreurs psychologiques dosées. La machinerie bureaucratique du système la fascinait autant que sa fonctionnalité brutale. Chaque aspect de vie et mort carcérale était documenté, catégorisé et administré selon des protocoles millimétriques. À Sachsenhausen, il se développa des compétences qui la transformeraient en figure centrale de l'appareil répressif. Elle maîtrisa l'interprétation des hiérarchies internes entre prisonniers, l'identification de signes de résistance potentielle et l'utilisation du travail forcé comme outil de contrôle psychologique. Elle comprit comment l'isolement du monde extérieur convertissait le camp en univers autonome où les normes de comportement humain restaient définitivement suspendues. Le mariage Koch opérait comme équipe administrative d'efficacité létale. Karl monopolisait les décisions militaires et disciplinaires principales, tandis qu'Hills administrait la gestion quotidienne et les relations avec le personnel auxiliaire. Cette division du travail maximisait le contrôle sur tous les aspects du camp, depuis les opérations stratégiques jusqu'aux détails domestiques apparemment mineurs mais psychologiquement dévastateurs. En août 1937, les SS confièrent à Karl Otto Koch une mission de plus grande envergure, établir et commander le nouveau camp de concentration de Buchenwald, près de Weimar. Cette désignation reconnaissait son efficacité à Sachsenhausen tout en constituant une épreuve définitive de ses capacités pour construire une installation complètement nouvelle depuis les fondements conceptuels. Buchenwald différerait radicalement de Sachsenhausen dans des aspects fondamentaux. Sa localisation sur le mont Ettersberg, entouré de forêts impénétrable, garantissait un isolement presque absolu du monde extérieur. Son design permettrait d'abriter une population carcérale exponentiellement plus grande, avec la capacité pour des dizaines de milliers de prisonniers simultanés. Sa fonction économique inclurait l'exploitation intensive de carrières et la production manufacturière utilisant l'esclavage laboral systématisé. Le transfert à Buchenwald inaugura la période la plus infâme dans la trajectoire des Koch. Depuis le premier jour, il se participa activement à la
planification et l'organisation du nouveau complexe. Elle révisait les plans architecturaux détaillés, supervisait la construction de la résidence commandentielle et coordonnait le transfert du personnel administratif spécialisé depuis Sachsenhausen. À Buchenwald, le rôle d'Ils transcenda amplement les fonctions secrétariales précédentes. Elle participait aux réunions de planification stratégique, prenait des décisions sur l'assignation de prisonniers à des brigades spécifiques et maintenait une correspondance directe avec des officiers supérieurs SS à Berlin. Son autorité était reconnue sans équivoque tant par le personnel allemand que par les prisonniers qui apprirent rapidement à la craindre avec une intensité comparable aux commandantes officielles. La structure de pouvoir à Buchenwald reflétait la nature symbiotique du mariage Koch, alliance fonctionnelle entre personnalités ambitieuses qui avaient trouvé dans le système concentrationnaire le véhicule parfait pour leurs aspirations de contrôle totalitaire. Karl fournissait la légitimité institutionnelle et l'autorité militaire formelle. Ils contribuaient l'efficacité administrative et la cruauté personnelle qui complétaient les objectifs du système avec une synergie létale. La consolidation du pouvoir conjoint de Karl et Ils établit un précédent au sein de l'univers concentrationnaire nazi. Bien que d'autres commandants aient eu des épouses, peu atteignirent le niveau d'autorité pratique qu'ils s'exerçaient quotidiennement. Sa capacité à fonctionner comme extension effective du pouvoir de son époux, combinée avec des initiatives brutales propres, la convertit en modèle aspirationnel pour d'autres épouses d'officiers SS avec des ambitions similaires de transcender les rôles domestiques traditionnels. La villa SS, privilège et luxe aux dépens du camp. La résidence commandentielle de Buchenwald s'éleva suivant des principes architecturaux qui contrastaient délibérément avec la brutalité fonctionnelle du camp. Le style Heimatschutzstil choisi évoquait l'architecture rurale bavaroise idéalisée, toitures prononcées, encadrement de bois sombres sculptés, balcons ornementaux et jardins intégrés organiquement à l'environnement boisé. Ce choix stylistique s'appropriait les symboles culturels allemands traditionnels, les transformant en emblèmes domestiques du nouvel ordre totalitaire. C'était une représentation de l'idéal national-socialiste de harmonie raciale, appliquée à l'échelle domestique, où l'esthétique servait à masquer la barbarie structurelle qui la soutenait. La construction de la villa fut exécutée intégralement avec de la main-d'œuvre esclave extraite du camp. Les journées s'étendaient depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil sans pause réglementée, alimentées par des rations qui maintenaient à peine le corps debout. Les prisonniers transportaient pierres, bois et chaux avec la force humaine, excavaient les fondations sur terrain rocheux avec des outils rudimentaires et exécutaient des travaux de charpenterie de précision sans équipement spécialisé. Le coût humain fut aussi élevé que délibérément ignoré. On estime que des dizaines moururent d'épuisement, d'hypothermie, d'infection ou de châtiments appliqués pour lenteur dans le travail. L'intérieur de la résidence déployait un luxe bourgeois soigneusement organisé par Ilse Koch. Ample chambre avec chauffage central et tapis importés, un salon principal décoré avec des meubles viennois, cuisine équipée avec des électroménagers Siemens, salle de bain de céramique vitrifiée avec eau chaude constante et un refuge anti-aérien privé excavé sous les fondations. Les fenêtres étaient positionnées stratégiquement pour offrir des vues privilégiées du camp de concentration. Depuis son bureau, il se pouvait observer le mouvement des brigades de travail, les relèves de garde et les châtiments appliqués sur l'esplanade sans nécessité d'abandonner son confort thermique. Chaque objet du mobilier fut choisi personnellement par Ilse dans un exercice de pouvoir symbolique qui fusionnait culture, violence et contrôle. Elle fit confectionner des rideaux avec de la soie importée de Chine, sélectionna des tapis persans originaux tissés à la main, acheta des vaisselles de porcelaine Meissen décorées avec des motifs impériaux et exhibait des coupes de cristal bohémien taillées. Dans la bibliothèque, elle fit relier une collection de livres de littérature classique et de philosophie allemande en cuir marocain. Les murs montraient des paysages ruraux germaniques aux côtés de portraits d'Hitler, Himmler et autres dirigeants du Reich, dans une combinaison grotesque de nationalisme esthétique et de culte de la personnalité. Pendant la guerre, quand le rationnement affectait même les populations civiles et les soldats au front, la mention Koch vivait une réalité parallèle. Sa table était approvisionnée au moyen d'un réseau de privilèges internes à l'appareil SS. Grâce à la position de Karl comme commandant, le couple avait accès préférentiel aux biens réquisitionnés, tandis que les internés recevaient en moyenne 350 grammes de pain noir et un bouillon fait avec des restes. Les Koch dînaient avec du veau, des charcuteries bavaroises, du café colombien, des fruits tropicaux et des vins français confisqués. Une partie de ces approvisionnements était détournée d'envois destinés au haut commandement et une autre partie provenait directement du pillage systématique des biens des prisonniers. Le service domestique était composé exclusivement
exclusivement de prisonniers sélectionnés avec des critères spécifiques, force physique, attitude soumise et habileté exploitable. Parmi eux figurait un chef parisien déporté pour son activité dans la résistance, un majordome autrichien avec expérience préalable dans des maisons nobiliaires, des jardiniers italiens experts en art taupière et de jeunes Allemandes obligées de réaliser des travaux de nettoyage sous menace constante. Ces serviteurs étaient esclaves en tous sens. Ils travaillaient sous supervision directe, sans salaire, avec des horaires exténuants, sans jours de repos et soumis à des normes humiliantes. Le logement de ce personnel se trouvait dans les sous-sols de la villa, dans des chambres sans fenêtres, sans chauffage et avec des conditions d'insalubrité permanentes. Ils dormaient sur des paillasses de paille humide infestées d'insectes et partageaient des latrines mal ventilées. Leur alimentation, bien qu'à peine supérieure à celle du reste du camp, ne compensait pas l'usure physique de journées qui dépassaient fréquemment les 16 heures. La violence n'était pas toujours physique. La structure hiérarchique incluait une dimension cérémonielle soigneusement construite pour renforcer la soumission. Ils devaient s'adresser à Ilse comme « gnädige Frau » avec révérence, sans la regarder dans les yeux ni parler sauf quand cela leur était explicitement permis. La logique de cette structure domestique reproduisait à petite échelle le modèle de domination concentrationnaire, différenciation stricte, contrôle total, châtiment exemplaire et surveillance constante. Mais dans ce cas, en plus, s'ajoutait une dimension symbolique plus perverse. Convertir les prisonniers en partie fonctionnelle du confort privé de leurs bourreaux. Ils cuisinaient pour eux, faisaient leur lit, soignaient leurs fleurs, lustraient leurs bottes, tout, tandis que le camp brûlait à quelques mètres. Ils étaient des esclaves visibles, rappel quotidien du pouvoir absolu que les Koch croyaient exercer comme droit divin octroyé par la race. En 1940, la vie domestique d'Ils demanda un nouveau symbole de statut, une arène d'équitation couverte, inspirée des installations aristocratiques de la noblesse prussienne. Elle sollicita les permis à travers les contacts de son époux à Berlin et obtint l'approbation sans objection. La construction coûta 250 000 Reichsmark, somme astronomique en temps de guerre, équivalente au salaire de 500 travailleurs allemands pendant une année complète. Ce luxe disproportionné fut financé entièrement avec des biens pillés, bijoux, monnaies d'or, montres, objets rituels juifs et spécialement l'or dentaire extrait de cadavres dans la zone médicale du camp. Le processus de blanchiment d'actifs était soigneusement conçu. Il s'inspectait les valises des nouveaux arrivants à la recherche d'objets de valeur, séparait ceux avec le meilleur potentiel de revente et les remettait à des intermédiaires SS qui opéraient à Weimar et Leipzig. Là, il fondait les pièces pour éliminer les signes d'origine et les vendait au marché noir ou les déposait comme lingots dans des comptes bancaires en Suisse, au nom de prête-noms. Cette opération transforma le crime massif en source de financement privé, institutionnalisant le pillage comme base matérielle du privilège nazi. L'arène équestre, construite avec des outils rudimentaires et un effort humain intensifié, fut un des projets les plus létaux au sein de la villa. Les prisonniers assignés creusaient en équipe double sans assistance technique, nivelaient le terrain à la main, levaient des structures lourdes sans grue et versaient du béton sans machinerie. Multiples internés moururent durant l'œuvre, mais leur mort était silencée. Leur corps était rapidement enlevés par d'autres prisonniers et les registres altérés pour éviter les interruptions. Personne ne devait interrompre le rythme d'un caprice. Une fois terminée, la routine équestre d'Ils se convertit en spectacle cruellement théâtral. Elle montait à cheval chaque matin avec des uniformes importés, ajustés sur mesure, exécutant des exercices de dressage dans l'enceinte, tandis qu'à quelques mètres, des groupes d'internés traînaient des pierres, construisaient des hangars ou enterraient des corps. Le contraste était intentionnel. L'équitation n'était pas seulement un hobby, mais une scénification quotidienne de domination. La noblesse réinventée du Troisième Reich montant sur les restes du peuple ennemi. Chaque galop était une déclaration idéologique. Entourant la villa, les jardins conçus au goût d'Ils requéraient une attention constante. Des floriculteurs forcés maintenaient des modèles géométriques de plantation même dans les mois de neige. Les arbustes devaient être taillés avec symétrie exacte, la pelouse tondue avec des ciseaux si nécessaire, et les fontaines nettoyées 2 fois par jour, même si elles n'avaient pas d'usage réel. L'obsession pour l'ordre et l'esthétique répondait à une logique symbolique, démontrer que même la nature pouvait être pliée sous la volonté de la race supérieure. Le contraste visuel entre l'ordre impeccable du jardin et le chaos létal du camp n'était pas accidentel. C'était une forme de pédagogie de la terreur. Depuis ses fenêtres, il se contemplait un paysage parfaitement contrôlé, tandis qu'à quelques mètres, des corps dénutris s'effondraient d'épuisement ou étaient traînés par d'autres prisonniers vers les crématoires. La proximité physique entre beauté ordonnée et misère absolue représentait, sans mots, la logique morale du régime. Le bien-être de certains se construisait littéralement sur la destruction d'autres. La villa des Koch ne fut pas une aberration isolée, mais
mais un microcosme du totalitarisme nazi dans sa version domestique. Elle montrait comment le privilège pouvait se construire sur la souffrance institutionnalisée, comment le confort se nourrissait de la douleur de milliers, et comment l'esthétique, loin de contredire l'horreur, pouvait s'intégrer en elle comme partie de son mécanisme. Dans cet espace de beauté perverse, Ilse Koch exerçait sa domination comme maîtresse absolue, sans uniforme ni rang, mais avec le pouvoir suffisant pour convertir la mort en partie de la décoration. Art macabre, l'obsession avec la peau humaine et les tatouages. La fascination d'Ilse Koch avec les tatouages humains ne fut pas un caprice marginal, mais la porte d'entrée à un des épisodes les plus macabres et systématiques de toute sa participation dans l'appareil concentrationnaire. Ce qui commença comme une simple observation durant des inspections régulières au camp de prisonniers se transforma avec le temps en obsession collectionneuse, alimentée par le pouvoir absolu, la perversion esthétique et l'appui idéologique. Ce fut la combinaison de ces trois facteurs qui la convertit non seulement en complice d'assassinats en masse, mais en promotrice directe d'une industrie d'objets fabriqués avec des restes humains. L'intérêt d'Ilse pour les tatouages s'éveilla durant des rondes d'inspection dans lesquelles les prisonniers étaient obligés de se déshabiller complètement. Les marques corporelles attiraient son attention, spécialement celles qui se distinguaient par leur complexité artistique, intensité chromatique ou localisation inhabituelle. Dans un camp comme Buchenwald, la diversité d'internés, depuis des criminels communs jusqu'aux soldats étrangers capturés, en passant par des résistants politiques et des déportés religieux, garantissait une variété significative de tatouages. Il y avait des marins du Nord avec des ancres et des mouettes, des ex-détenus avec des inscriptions gothiques sur les bras, des homosexuels avec une symbologie personnelle codifiée, et des combattants du Front populaire avec des portraits de figures idéologiques ou des symboles révolutionnaires. Cette richesse visuelle se convertit rapidement en catalogue involontaire pour Ilse. Ce qui en principe fut curiosité dériva en protocoles explicites. Elle commença à ordonner que certains groupes s'alignent complètement nus devant elle, sous prétexte sanitaire. Puis elle exigea que les gardiens notifient tout cas où ils observaient peau marquée de forme inhabituelle. Les prisonniers sélectionnés étaient examinés méticuleusement. Ilse préférait les tatouages de grande taille, bien conservés et situés dans des zones corporelles qui facilitaient leur enlèvement, dos, poitrine, cuisses. Se trouvaient exclus les tatouages petits ou ceux qui étaient détériorés par des cicatrices, infections ou conditions de travail extrêmes. Le processus de sélection ne se limitait pas à la valeur esthétique, mais répondait aussi à des critères d'extraction anatomique. Pour légitimer ses actions, elle établit une collaboration formelle avec le docteur Erich Wagner, médecin SS, qui promouvait une théorie pseudo-scientifique selon laquelle les tatouages étaient des indicateurs de dégénération raciale ou de prédisposition criminelle. Wagner avait publié des articles défendant la corrélation entre art corporel et structure mentale déviée, citant des exemples de délinquants récidivistes tatoués. Sa position trouva écho dans la doctrine raciale nazie, qui classifiait toute déviation esthétique comme expression de corruption génétique. Sous cette justification, la récolte de peau tatouée pouvait être présentée comme recherche médicale. Le projet requérait cependant une infrastructure plus complexe pour passer de l'inspection à l'assassinat organisé. Ici intervint le docteur Waldemar Hoven, médecin-chef du camp de Buchenwald, spécialisé en technique d'euthanasie par injection. Hoven, membre de confiance des SS, avait participé préalablement au programme Action T4 et dominait des méthodes létales silencieuses comme l'usage de phénol direct au cœur. Avec son appui se conçut un protocole stable. Les prisonniers sélectionnés étaient transférés à l'hôpital sous l'excuse d'analyse médicale. Là, ils étaient sédatés, puis assassinés au moyen d'injections précises et finalement transportés au département de pathologie où commençait la seconde phase du processus. L'extraction de peau humaine fut systématisée avec des procédures inspirées de l'industrie du tannage. Les fragments sélectionnés étaient retirés au moyen de coupes chirurgicales amples qui respectaient le design complet du tatouage. La peau était submergée dans des solutions de formol et sels spéciaux pour préserver son intégrité structurelle. Puis elle séchait lentement sur des châssis de bois sous conditions contrôlées d'humidité. Le résultat était des pièces flexibles, stables et résistantes à la détérioration. Ces pièces étaient remises à des prisonniers spécialisés en maroquinerie, beaucoup d'entre eux anciens artisans ou relieurs, forcés de travailler avec des matériaux humains sous menace de mort. On leur exigeait précision esthétique, coupes exactes, coutures invisibles, finition propre. Le catalogue d'objets résultant était aussi grotesque que détaillé. Lampes de bureau avec des abat-jours translucides
translucides qui laissaient voir des lignes noires sur peau blanchâtre. Reliures de livres reliés avec des fragments où se distinguaient encore des lettres gothiques ou des visages caricaturaux. Portefeuilles et gants faits avec de la peau d'avant-bras. Petits tableaux ornementaux encadrant des tatouages complets comme s'il s'agissait de miniatures de musée. Chaque objet était considéré par Hills comme un trophée de pouvoir. Il s'exhibait dans des vitrines de son salon privé ou s'utilisait quotidiennement comme preuve tangible de son contrôle absolu sur corps et destin. Il n'était pas des souvenirs passifs, mais des affirmations physiques de sa capacité à décider qui vivait, qui mourait et quelle partie de ses victimes pouvait être réutilisée comme ornement domestique. Les descriptions les plus détaillées de ce processus proviennent de témoignages recueillis après la guerre. Gustav Wegerer, prisonnier polonais obligé de travailler à l'hôpital du camp, relata dans des interrogatoires avoir vu plusieurs de ces lampes dans les bureaux du bloc médical et mentionna l'existence d'un inventaire interne où se classifiaient les tatouages par thématique, couleur et zone anatomique. Josef Ackermann, qui participa directement au traitement de peau, relata comment il recevait des ordres spécifiques sur le type de couture ou l'épaisseur du cuir résultant. Dans son témoignage, il mentionna avoir travaillé avec au moins 20 fragments distincts entre 1943 et 1945, tous provenant de cadavres récents, et décrivit comment certains internés devaient nettoyer les objets résultants avec des chiffons de lin humidifiés pour maintenir leur brillant. En avril 1945, la libération de Buchenwald par les troupes américaines exposa ces crimes avec évidence physique irrécusable. Les soldats qui entrèrent dans le camp découvrirent des salles fermées où se stockaient des objets humains classifiés par typologie. La scène était d'une théâtralité macabre. Flacons avec des oreilles conservées dans des liquides, fragments de peau étiquetés, lampes allumées sur des bureaux où se voyaient encore des traces d'encre des officiers. Dans une des vitrines de la villa Koch se trouvèrent des gants fins de peau tannés, présumément confectionnés avec des mains humaines complètes, conservant encore des plis naturels de la paume. Les correspondants de guerre américains et britanniques photographièrent chacune de ces découvertes, générant un registre visuel qui fut utilisé postérieurement comme évidence dans les procès de Dachau et dans des matériaux éducatifs sur l'Holocauste. Les images, encore aujourd'hui, provoquent des réactions d'incrédulité et d'horreur. À la différence d'autres atrocités qui pouvaient être niées ou questionnées, les objets trouvés à Buchenwald étaient impossibles à démentir. Leur existence confirmait que le sadisme n'avait pas été spontané ni isolé, mais institutionnalisé, planifié et justifié au sein d'un système idéologique qui le voyait comme fonctionnel. La documentation interne du camp confirma la participation directe d'Hills Koch. Dans les registres médicaux figuraient des exigences spéciales de la commandante, associées à des sélections de prisonniers avec des marques cutanées. Ces documents croisaient avec les ordres d'extraction signés par le docteur Oven et les rapports du personnel de l'hôpital. Bien que beaucoup de preuves furent détruites délibérément dans les semaines précédentes à l'arrivée des Alliés, survécut suffisamment pour établir un réseau de responsabilité clair. Les listes d'entrée et sortie de l'hôpital coïncidaient avec les dates de disparition des internés et avec l'arrivée de nouveaux objets fabriqués. Certains documents détaillaient même le type de tatouage sollicité, comme s'il s'agissait d'une pièce sur commande. À niveau structurel, ce programme requérait coordination entre au moins 3 départements du camp, la sécurité interne, la direction médicale et l'administration de biens confisqués. Chaque acteur impliqué avait des fonctions spécifiques et opérait sous des supposés pseudo-scientifiques qui légitimaient les assassinats. La notion que les tatouages pouvaient être utilisés comme évidence visuelle de dégénération génétique permettait que ces crimes se justifient comme contribution à la connaissance raciale. Ils n'étaient pas seulement des objets, ils étaient, dans la logique du régime, matériel didactique qui illustrait la décadence biologique de l'ennemi. Cette rationalisation idéologique était essentielle pour la complicité collective. Le personnel médical, les artisans forcés, les gardiens et les administrateurs pouvaient voir leur participation comme partie d'un effort majeur. Il s'agissait de nettoyer la nation d'éléments impurs et d'enregistrer ce nettoyage avec précision esthétique. La déshumanisation était totale. Les corps n'étaient pas des corps, mais des ressources réutilisables, matière première pour la pédagogie de la haine. Le plus perturbant n'est pas seulement l'horreur de ce qui fut fait, mais la froideur avec laquelle ce fut implémenté. Le projet ne naquit pas d'un emportement émotionnel ni d'une folie individuelle. Il fut systématique, clinique et logistiquement viable au sein des mécanismes du Troisième Reich. Hills Koch n'agit pas seule ni en secret. Elle fut partie active d'un engrenage qui convertit la mort en matière domestique et le crime en routine. Chute en disgrâce, le procès qui démolit le commandant Koch.
L'enquête qui précipiterait la destruction du couple Koch s'initia en 1941 quand le général Josias zu Waldeck-Pyrmont, commandant supérieur des SS dans la région de Thuringe, reçut des rapports préoccupants sur des irrégularités administratives à Buchenwald. Ces rapports ne se centraient pas uniquement sur des actes de brutalité qui étaient partie du fonctionnement routinier du camp, mais sur des actions qui transgressaient même les marges de cruauté permises par la hiérarchie nazie. Ce qui alarma Waldeck ne fut pas la brutalité en soi, mais le soupçon de corruption interne qui attentait contre la discipline et le contrôle institutionnel. Le premier signal concret surgit en révisant un registre de décès de prisonniers dans le camp. Dans la liste apparaissait le nom de Walter Kremer, ancien prisonnier politique et ordonnance médicale qui des années avant avait traité avec succès Waldeck durant une maladie grave. Kremer n'était pas un détenu quelconque, il avait une formation médicale et jouissait d'une reconnaissance tacite au sein du camp, tant de la part des internés que de certains officiers qui bénéficiaient de son attention. Sa mort, avec celle de Karl Pex, autre assistant médical qui avait aussi participé au traitement privé, leva des soupçons immédiats. Les enquêtes internes révélèrent que tous deux avaient été exécutés par ordre direct de Karl Otto Koch, commandant du camp sous charges inventées de sabotage. En réalité, Koch cherchait à éliminer des témoins clés d'un fait qui le menaçait personnellement. Il avait contracté la syphilis en secret, probablement durant une relation extramaritale, et craignait que Kremer ou Pey révèle cette condition à ses supérieurs. L'exécution de tous deux fut une mesure préventive de silence. Mais avec cela, Koch avait franchi une ligne que même l'appareil SS n'était pas disposé à tolérer. Waldeck ordonna un audit exhaustif de l'administration de Buchenwald. Ce qui commença comme une révision ponctuelle termina en découvrant un système de corruption complexe et méticuleusement articulé. Le point central était le détournement systématique de biens confisqués aux prisonniers. Depuis l'argent liquide jusqu'aux bijoux, objets de valeur, vêtements de haute qualité et même montres, tout était réquisitionné à l'entrée et devait être enregistré. Cependant, les registres officiels ne coïncidaient pas avec les inventaires et la différence n'était pas mineure. Manquaient des articles pour valeur de dizaines de milliers de Reichsmark. L'évidence la plus claire émergea en traçant les mouvements bancaires de Karl Otto Koch. Les comptes personnels du commandant montraient des dépôts réguliers qui excédaient amplement son salaire officiel, en plus de transferts vers des banques en Suisse. Un modèle qui avait déjà été détecté dans d'autres cas de corruption interne au sein des SS. C'était un système de blanchiment d'actifs déguisé en administration de camp. L'argent provenait de la vente illégale d'objets pillés, commercialisés au moyen d'intermédiaires qui opéraient dans des villes comme Weimar et Leipzig. Le nom d'Ilse Koch émergea tôt dans l'enquête. Elle n'était pas seulement une épouse de présence décorative. Documents et témoignages démontraient qu'elle sélectionnait personnellement les articles les plus précieux réquisitionnés aux prisonniers et, dans certains cas, les remettait directement à des contacts commerciaux hors du camp. La construction de la coûteuse arène d'équitation, évaluée à 250 000 Reichsmark, s'avéra être un exemple évident d'enrichissement illicite. Le financement de cette installation ne provenait pas de fonds assignés officiellement au camp, mais de la vente de bijoux, d'or dentaire fondu et d'objets de luxe confisqués. Son implication était aussi claire que structurelle. En août 1943, après avoir consolidé l'évidence nécessaire, Waldeck ordonna la détention de Karl Otto Koch et Ilse Koch. Cette décision ne fut pas prise à la légère. Détenir un commandant de camp était extrêmement inhabituel au sein des SS, qui maintenaient une image publique d'unité hiérarchique monolithique. Mais la corruption flagrante, les assassinats non autorisés et le scandale en gestation forcèrent à agir. Le procès interne fut confié au SS Oberführer Konrad Morgen, un avocat qui travaillait directement pour le Bureau central d'affaires judiciaires des SS. Morgen avait été assigné par Himmler lui-même pour enquêter sur des cas de corruption entre officiers du système de camp dans un effort pour préserver l'image d'intégrité idéologique du corps. Sous son mandat s'ouvrirent des enquêtes contre plus de 200 officiers des SS, bien que peu conclurent avec des sentences définitives. Le cas de Buchenwald, cependant, se convertit en un des plus significatifs. Konrad Morgen conduisit des interrogatoires détaillés, révisa des archives financiers, réquisitionna des documents et réalisa des inspections personnelles dans les installations. Il fit même exhumer des corps de prisonniers exécutés irrégulièrement pour confirmer des versions médicales suspectes. Son enquête découvrit que Koch avait autorisé au moins 7 assassinats individuels sans cause militaire ni politique, tous motivés par peur qu'il le dénonce. Parmi les morts, en plus de Kremer et Pess, il y avait des prisonniers de confiance assignés à des tâches administratives qui savaient trop.
Les accusations contre Karl Otto Koch étaient dévastatrices. Détournement de plus de 200 000 Reichsmark, assassinat prémédité de témoins, abus d'autorité et violation des règles internes des SS. L'évidence incluait non seulement des registres comptables et bancaires, mais des témoignages d'officiers subalternes qui détaillaient la méthodologie avec laquelle se détournaient des biens du Reich vers des comptes privés. Le cas d'Ils présentait des complications additionnelles. Techniquement, comme épouse sans rang formel au sein des SS, elle n'avait pas d'autorité légale pour émettre des ordres. Cette ambiguïté rendait difficile de l'inculper avec les mêmes critères appliqués à son mari. Cependant, le tribunal trouva des preuves suffisantes qu'elle avait reçues et utilisé des biens volés pour une valeur supérieure aux 25 000 Reichsmark. De plus, certains témoignages suggéraient qu'elle intervenait dans l'assignation de brigades laborales pour des vengeances personnelles, bien que ces accusations ne purent être vérifiées avec la même rigueur documentaire. Le procès culmina en décembre 1944 avec une résolution définitive. Karl Otto Koch fut trouvé coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort par fusillade. La sentence fut ratifiée par Heinrich Himmler, qui, malgré avoir protégé d'autres commandants dans des circonstances similaires, considéra que la conduite de Koch menaçait la crédibilité des SS. Pour Himmler, la trahison ne consistait pas à assassiner, mais à voler à l'État. Le système pouvait tolérer le sadisme extrême s'il était aligné avec la doctrine raciale, mais ne pardonnait pas l'enrichissement personnel hors du contrôle institutionnel. Ilse Koch, en revanche, fut absoute des charges majeures par manque d'évidence concluante sous les standards légaux des SS. Néanmoins, il lui fut formellement interdit de participer aux activités liées au système de camp et elle fut condamnée à 16 mois de prison préventive, qu'elle avait déjà accomplie au moment du verdict. Cette décision, bien que techniquement légale, fut critiquée intérieurement par certains officiers qui considéraient que son influence à Buchenwald avait été plus profonde et dommageable que ce que la sentence reflétait. Le 5 avril 1945, Karl Otto Koch fut exécuté dans une section à l'écart du propre camp de Buchenwald, fusillé par un peloton des SS suivant le protocole militaire. L'exécution eut lieu à peine quelques jours avant que les troupes américaines arrivent au complexe. Son corps fut enterré sans nom ni marque dans une tombe anonyme, comme signal de son expulsion symbolique de l'honneur SS. Le cas Koch se convertit en un des rares et plus documentés exemples d'auto-épuration au sein de l'appareil nazi. Cependant, il est crucial de comprendre que cette épuration ne répondait pas à des motifs humanitaires, ni à la reconnaissance de crimes contre l'humanité. Ce qui motiva la chute du commandant ne fut pas la brutalité du régime qu'il représentait, mais son insubordination financière et l'usage personnel du pouvoir que le système considérait comme propriété exclusive du Reich. Ilse Koch resta en liberté peu avant l'effondrement définitif du Troisième Reich. Son histoire ne terminerait pas là, mais à ce moment, ce qui semblait une victoire de la justice interne nazie n'était qu'un échantillon que même entre bourreaux, voler au maître était plus grave que tuer ses esclaves. La dernière cellule, la fin d'Ilse Koch. Le 30 juin 1945, Ilse Koch fut arrêtée à Ludwigsburg par des forces d'occupation américaines après avoir été reconnue par un ancien prisonnier de Buchenwald. Sa capture mit fin abruptement à sa tentative de reconstruire une existence normale en se réfugiant avec des proches dans le Württemberg, où elle adoptait l'identité de veuve de guerre transportant ses 3 enfants mineurs. Sa détention se réalisa sans résistance physique, mais les soldats décrivirent son comportement comme hautain et indigné, comme si elle considérait l'arrestation comme une erreur administrative. Durant le transfert aux installations de détention, elle maintint une attitude défiante qui contrastait dramatiquement avec la désespération typique d'autres nazis capturés durant cette période chaotique. La décision de la poursuivre pour crime de guerre fut prise après avoir révisé la documentation capturée à Buchenwald et des témoignages de survivants. Le volume d'évidences testimoniales contre elle était extraordinaire. Son nom apparaissait constamment dans des récits de brutalité, sélections arbitraires et participation directe dans des tortures et assassinats. Le procès de Buchenwald commença le 11 avril 1947 dans les installations de l'ancien camp de Dachau, reconverti en centre de traitement judiciaire. Le tribunal militaire américain poursuivit 31 accusés, mais Ilse Koch était la seule femme et se convertit rapidement en foyer d'attention médiatique internationale. Les charges formelles incluaient violation de lois de guerre, assassinat prémédité, torture systématique et participation à
un plan commun pour commettre des crimes contre l'humanité. Le processus dura 4 mois et inclut des témoignages de plus de 100 témoins qui relatèrent des épisodes spécifiques de sélection de prisonniers tatoués, maltraitance durant des inspections, châtiments arbitraires et exhibition d'objets fabriqués avec de la peau humaine. La défense argumenta qu'il se manquait d'autorité officielle et que ces actions ne constituaient pas des crimes de guerre sous la juridiction du tribunal militaire. Cependant, l'évidence testimoniale établit qu'elle avait exercé une autorité pratique considérable, prenant des décisions qui affectaient directement la vie et la mort de prisonniers au moyen de participation dans des sélections, usage de travail esclave et appropriation de biens confisqués. Le 14 août 1947, le tribunal émit un verdict. Ilse Koch fut trouvé coupable et condamné à la prison à vie. Durant le processus avait surgi une complication inattendue. Elle était enceinte de 7 mois. La paternité fut attribuée à une relation avec un autre prisonnier allemand durant la garde à vue préventive. La grossesse généra une controverse considérable. Les avocats argumentèrent que la maternité imminente constituait un facteur atténuant, tandis que la presse spécula sur si cela avait été une stratégie délibérée pour éviter la peine capitale. En octobre 1947, elle donna naissance à Uwe Kohler dans les installations pénitentiaires. Le bébé fut séparé immédiatement et mis sous garde des services sociaux allemands. Dans un tournant légal inattendu, le général Lucius D. Clay, gouverneur militaire de la zone d'occupation américaine, commua la sentence de prison à vie à 4 ans de prison, argumentant qu'une grande partie de l'évidence était testimoniale et qu'il n'existait pas de preuves physiques suffisantes. Cette décision provoqua une indignation massive tant aux États-Unis qu'en Europe, menant les autorités allemandes à poursuivre à nouveau le cas sous leur propre juridiction. En 1950, immédiatement après sa libération de garde américaine, Ilse Koch fut arrêté par les autorités de la République fédérale d'Allemagne. Le second procès se célébra entre novembre 1950 et janvier 1951, incluant des témoignages de plus de 250 témoins. Le ministère public allemand construisit un cas plus solide avec évidence documentaire partiellement récupérée et témoignages plus détaillés. Le 15 janvier 1951, le tribunal allemand émit un verdict final. Prison à vie pour instigation à l'assassinat dans 135 cas documentés, torture systématique et crimes contre l'humanité. Cette sentence était définitive et non sujette à commutation, fermant toute possibilité de liberté future. Ilse fut recluse dans la prison de femmes d'Aichach, en Bavière, où elle passerait les derniers 16 ans de son existence. Son comportement se détériora graduellement, montrant des signes croissants d'instabilité mentale et de paranoïa. Les registres pénitentiaires documentent des épisodes de délire dans lesquels elle affirmait que des fantômes de prisonniers morts la visitaient, exigeant la restitution de leur peau. Le stigmate du nom de famille Koch se convertit en charge insupportable pour ses enfants. En 1967, son fils aîné Artwin se suicida incapable de supporter la honte sociale et l'ostracisme familial. Sa mort affecta profondément Ilse, accélérant sa détérioration psychologique vers un effondrement mental complet. Le comportement d'Ilse en prison devint progressivement erratique. Elle présentait des pétitions constantes d'indulgence rejetées systématiquement par les autorités bavaroises. Ses lettres devinrent incohérentes, pleines de références à des conspirations imaginaires et des persécutions surnaturelles. Les fonctionnaires notèrent qu'elle avait développé une aversion extrême aux objets en cuir et refusait de toucher tout matériel qui lui rappelait ses crimes. Le 1er septembre 1967, Ilse Koch fut trouvée morte dans sa cellule. Elle s'était pendue durant la nuit utilisant des draps noués méticuleusement pour former une corde improvisée. Elle ne laissa pas de note de suicide ni message final qui pourrait fournir une introspection sur ses motivations ou un remords. Son corps fut enterré dans une parcelle commune du cimetière local, dans une tombe sans nom, qui reflétait l'oubli auquel elle avait été condamnée par l'histoire. Sa mort ferma un des chapitres les plus sombres du système concentrationnaire nazi. Mais son héritage, comme symbole de cruauté féminine au sein de l'Holocauste, perdurerait dans la mémoire historique. Le cas d'Ilse Koch démontra que la participation aux atrocités massives transcendait les limitations de genre, classe sociale ou éducation, émergeant de l'intersection fatale entre opportunité, idéologie extrême et ambition personnelle incontrôlée qui trouva dans le totalitarisme nazi le véhicule parfait pour son expression la plus monstrueuse.